Bonsoir. Je vous propose de démarrer, même si j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont revenir, mais bon, ils sont en retard. Donc, on va quand même démarrer pour ce 19e session du Performance User Group. Merci à tous d'être venus. Et aujourd'hui, on accueille Yann, qui va arriver dans quelques instants, que vous avez déjà vu. Yann Schwartz, qui est ingénieur chez Criteo, qui est également speaker. Je l'ai vu speaker sur plein de sujets du Hadoop à des moments où on n'en parlait pas encore beaucoup. Je l'ai vu faire beaucoup de choses très intéressantes. Et lorsqu'il m'a parlé de Riemann, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans les systèmes distribués, on a des problématiques qui ne se gèrent pas de la même façon que dans un système normal. Et la première chose, c'est d'avoir des informations sur le système. Et j'ai compris que Riemann permettait de faire ça à très très large échelle. Et pour la performance, ça me semblait important. C'est pour ça que j'ai invité Yann à venir nous en parler. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, il va y avoir 40 minutes à peu près de présentation. Après, vous avez un quart d'heure pour poser des questions, voilà, jeu de questions-réponses. Et après, il y a un petit pot qui est offert par Octo qui nous accueille au 6e étage où vous pouvez continuer à poser des questions à Yann ou à discuter entre vous pour parler de performance ou de tous ces sujets qui vous intéressent. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Yann. Rendez-vous fin avril pour la prochaine édition et au petit pot pour tout à l'heure. Donc bonjour, comme Marc m'a présenté, je m'appelle Yann Schwartz. Je travaille à Criteo dans une équipe au nom à rallonge. Ça change tous les 3 mois, mais cette semaine, ça s'appelle SRE DPS Reverse. Donc SRE, c'est plus ou moins DevOps, pour faire comme Google. DPS, c'est tout ce qui est, je suis désolé d'utiliser ce terme, un peu big data, avec deux parties, qui est le batch, donc tout ce qui est cluster Hadoop, NoSQL, ainsi de suite, et la partie plus streaming, ce qui est online, vers des flux et des flux d'événements qui nous arrivent dessus et qu'on essaye de traiter. Moi, je suis dans la partie reverse, donc qui s'occupe du streaming. Et on va voir que c'est un peu le sujet qui me préoccupe. Et Riemann, on va en parler en détail. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà familiers de Riemann? D'accord. Essentiellement, c'est un peu comme l'idée des DevOps et de SRE en général, qui est à mi-chemin entre deux populations qui se regardent généralement au chien de faïence, plutôt les ops et plutôt les développeurs. C'est appliquer des techniques plutôt associées à l'architecture logicielle, l'event processing, à des problématiques qui sont plutôt des problématiques opérationnelles, type monitoring. Et en fait, on va voir que la frontière est assez mouvante. C'est plus forcément des informations brutes, système, et de l'alerting classique. On peut jouer avec ça, avoir quelque chose qui est moins métier, mais qui permet d'avoir de la composition et commencer à monitorer son système. Et l'intérêt de l'aspect streaming, c'est de le faire, non pas en temps réel, parce que ça ne veut rien dire, mais en tout cas assez vite, c'est-à-dire avec une latence de quelques secondes. Typiquement, et là où Riemann, alors Riemann a plusieurs usages, tout dépend. Si vous avez une dizaine de machines, Riemann peut être très utile. Notre problème à Criteo, c'est qu'on a 12 000 serveurs, qu'on a, on a une infrastructure d'ops classique avec du Nagios, de l'alerting pour les ops et pour certains développeurs qui sont en support niveau 2. On a toute une série de règles d'envoi de mails. Je crois que ma mailbox actuellement, c'est 18 000 mails non lus sur un cron dans un coin. On a également, donc ça c'est la partie alerting, Centreon, Nagios, les choses classiques en supervision. Et on a également toute une série de métriques qui eux-mêmes peuvent être couplées pour créer des alertes. Par exemple, tel débit tombe en dessous d'un certain nombre. Et le classique pour ça, c'est Graphite. Donc beaucoup de métriques qu'on pousse. Une partie persistance de ces métriques, une partie calcul autour de ces métriques, soit des agrégats, des moyennes glissantes, des dérivés, et une partie visualisation. On le verra avec Graphite, le problème c'est que les trois sont un peu mêlés. On a actuellement 5 millions de métriques dans Graphite qui sont émises toutes les minutes, donc ça fait quelque chose comme 100 000 par seconde.
Ça tient, ça veut dire que Graphite est plutôt très bien, que ça puisse supporter ça, mais ça ne peut pas supporter beaucoup plus que ça. Donc ça c'est, on va dire, je veux mettre, alors on peut faire du mooning, on peut faire des tas de choses, mais c'est, on va dire, le classique de la supervision. On a soit du pool, c'est-à-dire votre système de supervision va interroger différents services, et du push, des agents sur les machines qui renvoient des informations. Ces informations sont des classiques opérationnels, du heartbeat, simplement savoir si votre host est encore vivant, ou si un service donné sur votre host répond encore, des ressources système classiques, charge CPU, disque, réseau, et ainsi de suite, des métriques techniques un peu plus haut niveau. Si vous avez du JMX, vous pouvez savoir où est l'état, quel est l'état de la garbage collection, de la JVM, de tel et tel process. Également, vous pouvez utiliser ça pour des métriques métiers. Ce qu'on fait, simplement, on monte des choses qui permettent d'avoir des informations semi-métiers qui remontent en temps réel. Tout ça, c'est des informations à traiter. Avec des tas et des tas de technologies, on peut aussi faire du Ganglia. On a des agents qui lisent des logs, les parsent et les renvoient. On a, c'est le bon côté et le mauvais côté des systèmes Unix, c'est qu'il y a tout est configurable, envoyable, mais en fait on a toute une série d'agents et d'opérations qui vont chercher sur les machines, et tout ça on essaye tant bien que mal de faire des règles pour les traiter et pour agir sur ces informations. Et ça fait beaucoup. On sait, c'est bien balisé pour dire mon CPU, mon disque, ma bande passante, ça on sait faire, hein, c'est par défaut. Le reste, après, c'est applicatif. Il faut faire des efforts au niveau de l'applicatif pour remonter ces informations. Et l'autre chose, c'est que on est dans un cycle de release un peu différent quand on parle des ops. Un ops, il aime bien que les choses ne changent pas ou changent le moins possible. Et donc, ces règles vont être plus ou moins statiques. Il va y avoir un processus pour les mettre à jour. On ne veut pas que des développeurs s'amusent à changer ça à la volée. Surtout que généralement, les ops, c'est aussi ceux qui sont réveillés à 3 h du matin quand quelque chose se passe mal ou quelque chose se passe bien avec une fausse alerte. Donc, on ne joue pas trop avec ça. Le problème de ces solutions, c'est pas qu'elles ne sont pas adaptées, c'est qu'en fait, de plus en plus, c'est un peu un problème d'opportunité. Dès qu'on peut faire quelque chose, on fonce dans la porte ouverte. C'est qu'on a envie de plus en plus d'utiliser ces systèmes où on a une vision globale d'un système d'information et pas simplement d'une ferme de serveurs ou d'une série de machines. C'est qu'on veut, avec ces systèmes de monitoring, d'alerte et un peu de visualisation de ce qui est en train de se passer à un moment donné, on veut aussi l'appliquer au système d'information complet, ça veut dire aussi à l'applicatif, et que c'est plutôt basé sur une vision statique des choses. Vision statique d'un host. Un host est toujours au même endroit, il a son nom. On se retrouve de plus en plus dans des systèmes où les hosts et même les services, sur un cloud, nous on fait du bare metal, mais ça peut être si vous faites du Mesos, du Yarn, des choses comme ça, les services sont en fait transients. Ils apparaissent à un endroit, ils font une série d'opérations et puis ils disparaissent. Souvent, dans les outils de monitoring et d'alerting, c'est identifié, presque physiquement identifié, ce qui se passe sur une machine, un service. C'est plutôt orienté infra, c'est des outils qui viennent de l'Ops. L'expressivité est limitée, par exemple pour les seuils et les alertes. Vous pouvez dire si ça dépasse telle chose, si ça change d'état, mais pour des choses plus compliquées, en disant si telle métrique est de cet ordre-là, il s'est passé plus d'1 heure entre la dernière alerte, etc., ça devient très compliqué. On part sur soit des choses horribles à faire, ou en trichant avec les langages, ou plutôt les semi-moteurs de règles exprimés, soit on laisse tomber parce que de toute façon c'est trop compliqué à exprimer. La non-composabilité, dans le sens où justement, on ne peut pas bâtir des métriques plus ou moins agrégées et en faire différents éléments, ou plutôt on peut le faire, mais ça devient de plus en plus complexe. Les systèmes eux-mêmes, je reviens sur Graphite, où en fait on mélange à la fois comment on stocke, comment on affiche, comment on agrège, comment on modifie les données. Du coup, on ne peut pas insérer facilement des choses dedans. C'est des systèmes qui ont été prévus pour être un peu clés en main. Ensuite, quand on veut agir dessus et éventuellement dire cette partie-là ne me convient pas ou me convient plus, ça devient assez compliqué à faire. Problème aussi de latence de réaction.
d'abord latence de pouvoir définir des règles, et aussi c'est basé sur, on va lancer un certain nombre de métriques, on fait des opérations dessus. Certaines choses sont juste on-off, typiquement un host qui est down, c'est une latence de quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Pour d'autres choses, sur une moyenne glissante, il va falloir attendre que ce soit agrégé, que le moteur s'exécute. S'il a beaucoup de choses à exécuter, ça va prendre du temps. Donc, dans certains cas, ça pose un problème. Problème de performance aussi. C'est plutôt au crédit de ces outils. Les problèmes qu'on rencontre, il faut vraiment avoir beaucoup de machines. Mais c'est aussi le problème de... c'est tellement utile, tellement précieux, et ça donne une vision tellement intéressante de son système qu'on a envie de mettre de plus en plus d'informations dedans. Et ils ont été faits en pensant que y a certains algorithmes qui sont linéaires. Et linéaire, ça va jusqu'à ce que ça aille plus. Du coup, on se retrouve parfois face à des murs. Et du coup, c'est aussi l'aspect, on va dire, un peu rébarbatif, ou la partie qui rend antipathique ceux qui sont plus proches de l'infra, c'est qu'au bout d'un moment, il faut dire non. Non aux développeurs qui disent « j'aimerais bien pouvoir traquer tel couple d'informations, que ça fasse une seule métrique ». On dit « bah non, c'est un produit cartésien entre 1000 par 1000, ça me fait 1 million de nouvelles métriques, c'est pas possible ». Et du coup, on garde nos joujoux et on ne les fournit pas à l'ensemble du système, alors que ça pourrait être très utile. Et des problèmes de montée en charge aussi sont des outils, et c'est vrai aussi avec d'autres types, sur les systèmes répartis, on a souvent ce problème. Disons que la solution à je monte en charge, c'est souvent du partitionnement statique, on charde par bout. C'est rarement ce qu'est le consistent hashing. C'est des choses qui, en fait, on se retrouve très vite face à un mur, enfin à une falaise. On ne peut pas facilement rajouter des nœuds, on ne peut pas facilement linéariser la charge. Et généralement, dynamiquement, si par exemple, sur mon cluster graphique, je veux rajouter une machine, le système de round robin fait que je perds toutes mes informations, puisque ça casse le partitionnement. Après, il y a des systèmes de migration, mais ça n'a pas été pensé pour ça. Du coup, c'est aussi l'idée, oui, un système, et c'est l'idée qu'un système, normalement, il est relativement borné et pas très dynamique, ce qui est vrai la plupart du temps. Mais très vite, on a des besoins de capacity planning très importants, parce qu'à un moment, il va falloir se poser la question, comment je vais migrer mes données de métrique, et ainsi de suite. Donc j'ai perdu l'écran. Ça va revenir. Voilà. Et encore une fois, il ne s'agit pas de cracher sur ces solutions. Elles sont tout à fait adéquates. Elles montent, elles répondent aux besoins assez vite. Mais en fait, c'est un outil très précieux auquel on voudrait, en gros, adapter des choses qui sont moins proches de l'infra et plus proches du métier. Et ou éventuellement proposer une couche intermédiaire qui permet de faire des types de traitements. Donc qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait pouvoir quelque chose de réactif. Ça veut dire que des décisions, des choses se déclenchent à une latence qui soit de l'ordre de quelques secondes. On veut pouvoir définir, pas avec un moteur de règles dans un langage bizarre, avec un parseur bizarre, ou en XML, ou en JavaScript, ou en JSON, pardon, dire quelles sont les règles que j'émets, comment je construis mon information, comment je l'agrège, comment je la modifie. On veut pouvoir utiliser un langage de programmation. Une certaine légèreté. Alors, ça a aussi un coût. On va essayer d'avoir une solution qui essaie de faire une seule chose, et pas de faire j'affiche, je persiste, et j'agrège, et je prends des décisions. Du coup, en faisant ce type de choix, on a aussi des choses qui sont assez faciles à monter, qui sont sans état, et qui peuvent faire juste du traitement. Et aussi la composabilité, ça veut dire là plus de l'application de principes de software engineering à de l'infra ou à du monitoring, qui est, je construis un système, j'ai mes règles dans un... j'ai mes règles dans... Je peux faire des builds, je peux exécuter, tester, et ainsi de suite, sur mon traitement d'événements. Je vais passer un peu de temps là-dessus parce que la difficulté, quand on voit Riemann, la difficulté sur les systèmes d'alerting, de collecte, etc., c'est qu'il y en a des milliards, vraiment, enfin, collecte D, stat D, on en a qui sont tous très bien. Et la question souvent, c'est de se poser, mais à quoi ça sert et où ça se place? Alors, Riemann peut servir à beaucoup de choses. Riemann peut remplacer tout.
Sauf qu'on verra qu'il y a des choses qu'il ne sait pas très, très bien faire. Mais c'est tout à fait acceptable si vous avez, si vous savez ce que vous abandonnez et si disons que vos besoins opérationnels, en tout cas par exemple de persistance, ne sont pas énormes. Mais il a un avantage, y compris quand on fait du graphique, du Nagios, c'est toute une série de choses, il a un avantage énorme. Et on va plutôt parler de cette partie-là. Donc pourquoi pas plutôt ce qu'il fait comme tous les autres, mais ce qu'il fait en particulier. Donc c'est plus voir les choses comme de l'event processing. Alors event processing, ce qui est important, c'est que justement dans Riemann, il n'y a pas de persistance, où la persistance est purement mémoire. On s'intéresse à l'instant donné et à un changement d'état. Donc c'est des flux de données qui arrivent et des décisions qu'on prend. C'est basé sur la notion de stream. C'est un projet open source écrit par Kyle Kingsbury, dont le pseudonyme est Afir. Je ne sais pas si vous connaissez Jepsen d'Afir. C'est quelqu'un assez impressionnant qui a fait un outil de test automatique de systèmes distribués, qui a réussi à casser tous les systèmes distribués à peu près. Qui a aussi écrit, parce qu'il a travaillé pour des boîtes qui faisaient beaucoup de supervision du hosting, ainsi de suite, en particulier Boundary, Factual. Maintenant, il est passé chez Stripe, où il est payé à temps complet pour travailler sur Jepsen. Et ça tourne sur la JVM, et une des caractéristiques de Kyle Kingsbury, c'est qu'il écrit surtout du Clojure. Donc c'est écrit en Clojure. Et donc on va voir qu'en plus de tous les avantages de Riemann, c'est qu'on peut écrire avec des parenthèses ces règles. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Clojure. Donc. Alors, donc j'ai sans aucune vergogne pillé le site de Riemann, riemann.io, je donnerai la référence à la fin, avec les très beaux dessins de la main même de Kyle Kingsbury. Vision très haut niveau. Riemann, c'est juste une boîte, on fait rentrer plein de choses, et les choses sortent. Et ça, ce qui est important de savoir, c'est que là, il y a un dashboard pour l'affichage, mais on ne les stocke pas. Et une des choses, et je dirais c'est la sagesse de Riemann et de son auteur, c'est ne pas essayer de faire des choses qui sont horriblement complexes, comme faire de la persistance sur des systèmes à très basse latence, ou même faire un système distribué avec ce type de système. Paradoxalement, alors qu'il a écrit l'outil qui permet de tester les systèmes distribués, Riemann n'est pas distribué. C'est une machine. Alors on peut faire du partitionnement à la main, mais ça ne prétend pas maintenir un état sur 253 machines, surtout si c'est en mémoire. On arrive à des problèmes de théorème CAP que Kyle Kingsbury Afir connaît assez bien pour ne même pas essayer de les adresser. Donc essentiellement, c'est toute une série d'informations qui arrivent. Alors des informations classiques, moi j'ai parlé des métriques système, mais aussi des choses qui sont plus de l'ordre du métier et des données utilisateurs. Et ensuite, ça peut être, je retransmets l'information agrégée, enrichie par mes moteurs de règles intelligents, je les envoie vers Graphite, je les envoie, si vous voulez faire du Logstash ou du Kibana ou ce que vous voulez après à d'autres endroits, vous pouvez sysloguer, vous pouvez envoyer des emails, envoyer des SMS, ainsi de suite, ou discuter avec Centrion pour lui dire fais différentes choses. Et il y a un dashboard au milieu. Donc essentiellement, c'est de l'event processing, c'est-à-dire qu'on ne manipule pas un élément statique, on manipule une suite de petits messages qui vous arrivent. On définit des workflows, et des workflows plutôt des courants, des façons dont cette information circule et est transformée, et sur la base desquelles on prend des décisions. Et ensuite, il y a std-in, c'est les événements, std-out, c'est vers l'extérieur. Ça peut être dans un fichier si on veut. Et il y a un dashboard. Alors, dashboard est utile dans certains cas, il est très très laid parce qu'il n'y a pas d'effort particulier dessus. Il est là pour certaines choses, il a le mérite d'exister. Ce n'est pas une solution, et ça prétend pas l'être, à la Grafana ou des choses comme ça. Alors c'est assez simple. Si vous connaissez des systèmes d'event processing, je ne sais pas, Esper par exemple, ou plus à la mode, ou en tout cas plus récent, Storm, ou Samza, ou des choses comme ça, essentiellement, on se prend une sorte de collection infinie de trucs qui vous arrivent dessus, on essaye de faire du traitement le plus vite possible. La particularité de Riemann, c'est que ça reste ce principe-là, des flux de choses qui arrivent, mais ça a été simplifié, ou plutôt spécialisé pour le type de traitement que veut faire
Riemann, merci. Par exemple, contrairement à Storm, où chaque fonctionnalité est un bolt, un spout bien défini et plus ou moins statique, c'est essentiellement des fonctions qui vont être toutes collées ensemble dans de la configuration qui fera ça. C'est beaucoup plus léger. Ça a aussi moins de, on va dire, moins de robustesse point de vue de jolie architecture, mais c'est fait pour traiter les choses le plus vite possible. Alors les concepts, il n'y en a pas tellement, après c'est leur application qui peut être un peu délicate. L'événement, un event, c'est quelque chose qui arrive et c'est quelque chose aussi qui peut être transformé, qui peuvent être stockés temporairement dans un index. L'index, c'est ce qui est persistant en mémoire dans une instance de Riemann. Chaque événement, avec un couple host-service, on reviendra dessus, a une seule version disponible à un moment donné dans Riemann. Il va être remplacé éventuellement au fur et à mesure qu'il arrive. Et ça va être l'état courant, parce qu'on peut aussi requêter l'état courant de Riemann, qui sera plus ou moins l'état courant de votre système d'information. Les événements suivent une pipeline à l'intérieur de Riemann. Ils sont faits des groupes by, où on les fork pour avoir différents types, on les modifie, on les transforme, on les agrège, on fait des moyennes dessus, on applique des règles. Si telle ou telle chose dépasse telle valeur, alors appeler un système extérieur. Cette notion-là, donc, c'est un événement qui est présent sous une certaine forme en mémoire de façon persistante, suit un chemin d'exécution avec différentes transformations. Et par-dessus, on peut faire des requêtes de l'extérieur pour savoir quel est l'état de l'index. Donc en gros, quel est l'état à un moment donné du système, c'est-à-dire de l'ensemble des choses qui sont en mémoire. Alors, juste 2-3 choses sur l'implémentation. C'est créé en Clojure, qui n'a pas la réputation d'être le langage JVM le plus rapide. En revanche, ça repose sur un certain nombre de choses. Clojure a des primitives de concurrence très intéressantes et aussi travaille que sur des structures immutables. Du coup, il sait bien tirer parti de tous les processeurs de la machine, ce qui est une bonne chose, et c'est relativement sécurisé comme accès multithreadé. Alors, il y a eu beaucoup d'optimisation. C'est un projet qui a été créé, je crois, fin 2011, rendu public en 2012 par Afir. Il a réussi à peu près à multiplier par 5 le throughput d'une instance de Riemann sur une machine qui n'est pas folle, 16 processeurs quand même. On arrive à 100 à 200 000 événements traités à la seconde, ce qui est pas mal. On ne peut pas faire 10 fois mieux. Dans ce cas-là, on parlera un peu de sharding ou comment on fait pour scaler ça. Mais on a des performances qui sont tout à fait acceptables et bien meilleures. Enfin, ce que je reviens sur Graphite, on devait prendre, à Criteo, on a 100 000 événements par seconde qui arrivent sur Graphite. Ça ne fait pas du tout la même chose, on va en reparler, mais on arrive quand même à un système qui est pas mal. Alors, Zan Event, c'est du protocole buffer. Il y a une structure qui est tout à fait, qui est assez libre, mais essentiellement, il y a, on va dire, des champs techniques. La notion de host et service. Alors, généralement, le host dit quel est le hôte, mais c'est juste des mots-clés ou des choses qui sont internes qui permettent de référencer. Et le service, ce n'est pas du tout le service, ça peut être, par exemple, le nombre de requêtes d'achat par seconde. C'est en fait 2 clés importantes. C'est essentiellement host et service qui permettent de donner les clés des événements à l'intérieur de l'index. L'état, c'est une énumération d'états. Vous choisissez quel est l'état, mais ça va servir par exemple, vous, pour dire c'est up ou down, ou en cours de traitement, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des primitives dans Riemann pour détecter le changement d'état d'un élément, typiquement un heartbeat, ou des choses qui disent je suis occupé, je ne suis pas occupé, et ainsi de suite. Et il y a des primitives qui sont prévues pour détecter automatiquement quand un système change d'état. La notion, évidemment, d'un timestamp. Une TTL, une TTL, c'est simplement que cet événement qui est stocké dans l'index, il va disparaître au bout d'un certain temps, qui est défini par la TTL. Ce qui est une façon assez pratique de faire un heartbeat. Vous mettez un événement je suis up de la machine. Vous lui mettez une TTL de 60 secondes. Si vous n'avez pas eu d'événement, si à l'index correspondant à ce couple, vous n'avez rien 60 secondes plus tard, ça va être supprimé de l'index. Il n'y a rien dans l'index. Vous pouvez faire une règle qui dit mon host est down. Donc ça inverse certaines choses dans certains cas. Les tags, là, c'est une liste complètement libre de choses qu'on peut mettre pour qualifier l'information, qui vont pouvoir être traitées par la suite. La métrique, ça permet
par exemple, au dashboard de décider quelle va être la légende associée à ça. Et la description, on met tout et n'importe quoi, c'est complètement libre. Alors, là encore, sans vergogne, j'ai pris ce qui est dans le tout premier tutoriel de Riemann, mais ça permet de donner une idée. Donc, vous avez du closure au-dessus. Et essentiellement, bon, c'est des pipelines. Là, ce qu'on voit, c'est la définition, on va dire, la racine de toutes les règles. Stream, c'est l'ensemble, en fait, l'ensemble des chemins par lesquels vont passer tous les événements qui arrivent dans Riemann. Donc, on dit pour tous les événements qui arrivent dans Riemann, les événements pour lesquels le state est critical et le service est une expression régulière qui commence par REAC, alors j'envoie un email à Delacroix de Von Braun. Donc essentiellement des événements, un where et une règle. Après, il y a des tas de fonctions qui font différentes choses. Je parle à Twilio pour envoyer un SMS, j'appelle autre chose derrière. Mais essentiellement, streams, ça va être la liste de tous les éléments et les règles peuvent se suivre. Là, il n'y a qu'une seule règle. Ça ne traite que les problèmes critiques sur REAC. Mais ensuite, les uns derrière les autres seraient embeddés dans ces jolies parenthèses. Donc ça, c'est version simple. Là où ça devient intéressant, et c'est aussi un peu l'intérêt d'avoir, on va dire, un langage de programmation qui, en plus, est relativement déclaratif et composable, c'est on peut définir différentes choses. C'est à partir d'un stream, créer plusieurs streams sur lesquels on va pouvoir brancher différentes choses. Typiquement, je fais un group by, c'est-à-dire que host, c'est la machine, et service, ça peut être une caractéristique, ça peut être un service ou une caractéristique d'un service. En fait, ça s'appelle service, c'est vraiment un faux ami. Généralement, on met une caractéristique de son système, ça peut être nombre de requêtes fail par seconde, simplement parce que par défaut, ces champs sont utilisés typiquement pour faire des group by. Donc là, on a tous les couples possibles. C'est un group by. Hein. Et derrière, on peut continuer à faire des choses. Par exemple, là, j'ai fait un group by et je vais être notifié quand... Donc je regroupe tous mes événements par ces deux-là, ce couple-là. Et quand un couple-là, par exemple, sur la machine Toto 53, le service, je ne sais pas, un nœud REAC, quand il change d'état, donc il va simplement se triggerer quand tous les événements qui passent peuvent être tous différents, mais dès que ce champ-là de l'événement change, il détecte juste le switch, alors je peux faire quelque chose derrière, je pourrais mettre l'action. Donc ça, c'est le type de choses qui se passent. Et là, après, on peut composer, il y a toute une série d'opérateurs plus ou moins complexes qui permettent de définir. C'est dès que le service change d'état et que, alors, ça arrive plus de 5 fois en 1 heure, alors il faut envoyer l'élément là. Bon, après, c'est du closure, donc il faut être habitué à cette expression, mais finalement, c'est, à mon sens, beaucoup plus agréable qu'exprimer ça en JSON, au hasard. Et essentiellement, c'est complètement composable, vous pouvez écrire vos propres fonctions, et vous avez des tas d'opérateurs qui font des moyennes glissantes, qui détectent, qui calculent les centiles d'une valeur et permettent de les ventiler et dire si le 1% de centile sur un quart d'heure de telle valeur dépasse tel seuil, alors faire telle opération. Donc ça permet de faire beaucoup de choses. On peut rester sur des choses simples, mais surtout on peut composer et on peut programmer la supervision de son infrastructure. Et ce n'est pas de l'event processing complètement générique, c'est de l'event processing prévu pour des métriques métiers ou système, et prévu plutôt pour les opérations, sur une infrastructure. Bon, il y a beaucoup de primitives, et c'est du closure, donc ça veut dire que vous pouvez écrire votre code si vous voulez. Après, il y a des opérateurs classiques tels que du reduce, des maps, mais en fait, c'est des reduce et des maps spécifiques à Riemann, parce qu'il doit travailler non pas sur réellement des séries d'événements, mais une fonction qui lui-même génère des choses. Donc ça demande un peu de temps pour s'approprier. On travaille par composition, et si on reste en composant des choses simples, on finit par s'en sortir. Donc il y a le throttling, pour éviter d'envoyer 3 milliards d'événements derrière s'il y a un problème. Il y a du roll-up, donc je regarde sur une période, des moyennes glissantes, toute une série d'opérateurs
d'opérateurs statistiques divers et variés. Il y a des gens qui ont rajouté même de la détection d'anomalies type machine learning au milieu, et qui, dans des cas, on va dire, probabilistes, lèvent des choses. Essentiellement, c'est une plateforme de programmation, une plateforme programmatique, spécialisée, donc on va pas faire ce qu'on va faire en Storm ou en Esper, c'est-à-dire des choses métiers. On va travailler sur les informations qui proviennent de la plateforme. Chaque release, il y a des nouvelles fonctions. Ça demande un peu de temps. La documentation est très bien, mais faut vraiment inverser un peu les habitudes qu'on a quand on travaille avec des outils de monitoring, et également quand on est habitué à utiliser faire du stream processing ou même de la programmation réactive. Les choses sont un peu inversées. Et vous manipulez jamais une liste d'événements, vous appelez une fonction et c'est très déclaratif. Du coup, ça peut être un peu étonnant. Alors, la chose intéressante, alors ça c'est le socle, c'est les fondamentaux de Riemann. Et c'est ça qui est précieux dans notre usage, dans l'usage qu'on en fait. Je ne dis pas que c'est le seul, mais nous, on a d'autres choses qui nous conviennent tout à fait. La partie Nagios, la partie graphite remplissent bien leur rôle, mais c'est difficile d'étendre et difficile de généraliser ça à d'autres, à l'ensemble. Et souvent, c'est horrible, j'utilisais le mot de big data avant, et j'utilise maintenant l'autre gros mot de DevOps. L'idée souvent, c'est de se faire se rejoindre ces deux mondes un peu antagonistes et qui utilisent des outils et on va dire une dynamique un peu différente. Ben là, c'est justement pour que les développeurs s'amusent avec la vision, les métriques et la supervision du système, et également que les administrateurs puissent les ops puissent fournir des services et une visibilité et un accès à leur système et à leur protocole d'opération aux développeurs. Ce qu'il y a en plus, il y a un dashboard. Il a le mérite d'exister, il n'est pas d'une grande beauté, il n'est pas monstrueusement facile à configurer, mais il remplit très bien son rôle si vous avez besoin d'un simple indicateur graphique, mais le mieux c'est de balancer ça vers autre chose et faire du Grafana ou ce que vous voulez dessus. Et des connecteurs vers quasiment tout ce que vous voulez en entrée, ça prend du protocole buffer, et donc il y a toute une série d'agents qui savent, à partir de différentes choses, envoyer vers Riemann. Vous avez des API dans la plupart des langages de programmation. Puis si vous savez envoyer quelque chose en TCP, en UDP, sous forme de protocole buffer, Riemann saura l'accepter. Et dans tout ce qui est à l'extérieur, donc tous les 3 milliards de systèmes de collecte d'informations, de stockage d'informations, que ce soit des systèmes hostés par vous-même, soit des systèmes externes, Logly ou des choses comme ça. Essentiellement, et c'est là, je dirais, la force de Riemann, c'est que ça n'essaye pas de faire tout à moitié. Ça fait quelque chose de très bien, ça propose on va dire, ça fait le service minimum au niveau de l'affichage, mais essentiellement, c'est un intermédiaire dans lequel vos données vont être transformées, on va prendre des décisions dessus, éventuellement des décisions sophistiquées, mais le sale boulot, les choses où vous avez besoin, on va dire, de revenir dans un monde normal, un monde des opérations, c'est laissé downstream sur les éléments. Alors, ça, c'était les choses, on va dire, classiques, ou en tout cas les informations classiques sur lesquelles on peut travailler avec Riemann. Un des problèmes, historiquement, je reviens à Criteo, on a des choses qui marchent très bien. Et c'est un peu le problème, et on a vu souvent ça à Criteo, parce qu'on a fait des choses il y a un moment, et on se retrouve avec des systèmes qui sont parfois simples, robustes, mais qui n'ont pas forcément les toutes dernières technologies. C'est qu'on a un système de supervision qui marche, on a un système de monitoring, de graphes, et qui permet d'avoir une certaine visibilité. Là, c'est très bonne visibilité sur ce qui se passe. Et du coup, dire, je vais prendre un énième système de supervision, c'est un peu dur à vendre, voire impossible. Et du coup, c'est pas sur on va pouvoir regarder le CPU et faire une alerte si mes frontaux web sont à plus de 90% de CPU. On a des choses qui le font très bien. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a, et là pour le coup c'était dans notre équipe, des clusters Hadoop
qui sont relativement imposants, quelques 1200 nœuds ou des choses comme ça. Et qu'essentiellement, voir ce qui se passe sur un système distribué, c'est pas seulement Hadoop, mais voir ce qui se passe sur quelque chose qui est lancé sur 1200 nœuds, c'est un peu difficile. Alors oui, on a des syslogs qui essayent plus ou moins, enfin qui réussissent, qui centralisent tous les logs de tous les nœuds et permettent de lire ça. On voulait l'envoyer dans Kibana, enfin l'équivalent de Kibana, mais ça faisait exploser Elasticsearch, parce que si vous mettez Yarn en mode de info juste, ça génère on génère quoi, 20 Tera de données par jour et ça générait 10%. On avait 2 Tera de nouvelles données par jour juste de log. Donc on ne peut pas mettre en info. Donc on peut pas loguer ce qui se passe techniquement sur nos nœuds. Quand on lance un job, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe, on peut deviner, on peut essayer de faire des simulations sur notre pré-prod, qui est 1/10 de la taille de la prod, mais ça ne suffit pas forcément. Et du coup, Afir en particulier a un peu tordu Riemann, parce que là on ne parle plus de métrique. Il a dit très bien, je veux profiler mon job Hadoop, donc mon job qui va se lancer sur 400 mappers, 200 reducers, et je veux récupérer toutes les données de profiling. Donc du coup, les données de profiling, ça va être des données transientes, c'est-à-dire qu'on accepte, et c'est souvent ça aussi en stream processing, on aime bien utiliser, par exemple, quand on veut compter ou faire des uniques ou des group by, on peut pas, on a toujours une fenêtre de données qui est assez petite. Donc on dit, bon, bah, j'accepte d'avoir un degré d'incertitude sur mon information. Bah, là, c'est pareil, on va sampler sur chacune des machines. Donc ça fait du profiling avec un agent Java sur chacun des nœuds qui s'exécute pour un job. Il y a un agent qui va compacter ça et sampler et envoyer à Riemann sous forme d'événement pour un nœud ce qui se passe. Il va le faire toutes les 5 secondes. Et ensuite, Riemann va tout regrouper et proposer une heatmap, enfin un profiling global de ce qui s'est passé. Du coup, on sait à peu près dans tel job, j'ai passé mon temps à, je sais pas, dézipper et parser du JSON, ce qui est souvent notre cas, plutôt que faire le traitement. Et là, typiquement, avec un simple... Alors, c'est quelque chose qui tire parti de Riemann, et Riemann est juste un intermédiaire. C'est un agent qu'on lance et qu'on passe dans la ligne de commande du job Yarn qu'on lance, qui va lui-même émettre, utilise le très bon système de profiling intégré à la JVM, et envoie les informations. Et enfin, ensuite, il y a toute une série de règles basées sur des streams, mais des streams sur des tableaux de chaînes de caractères avec des valeurs de temps passé, qui va être finalement des profilings et la liste des fonctions appelées. Et ensuite, vous savez à peu près ce qui s'est passé sur vos jobs. C'était très utile pour nous pour débugger certains jobs. On n'a pas osé le faire en production. On l'a fait en pré-prod. Donc pré-prod, c'est 134. Non, nous, c'est pas 134. Là, j'ai volé. On en a une centaine. Et c'est très, très, très difficile à faire autrement. Ça se fait à la main. On peut profiler à chaque endroit, récupérer, faire des CP, et ainsi de suite. Là, ça le fait, et ça peut le faire aussi dynamiquement. Ça veut dire aussi, on peut dynamiquement dire, ce job-là, maintenant, je le profile, et ensuite, j'arrête de le profiler. Donc, c'est une utilisation qui est un peu étrange, mais finalement, et c'est quelque chose qui serait impossible à faire avec du graphite, parce que ça, c'est pas une métrique. Mais fondamentalement, c'est tellement souple, la notion d'événement en Riemann, c'est que fondamentalement, vous avez quelque chose qui peut recevoir des événements, faire du traitement dessus, et vous proposer une interprétation de ces choses-là. Et là, ce n'est pas de l'alerting, c'est essentiellement à usage unique. Je lance mon job, je regarde ce qui se passe et j'itère. C'est très utile en pré-prod. Il y a un overhead de 10-15% par rapport à un job normal pour le fait qu'il y ait un agent. Donc là, essentiellement, j'ai été loqué. Il y a d'autres choses qu'on a faites, qui ne sont pas encore en prod. C'est également toujours la même chose quand on est sur des logs où on a 2 Tera de logs. On utilise Kerberos pour l'authentification sur Hadoop, ce qui est possible, mais pas forcément supporté, quelles que soient les choses qu'on utilise dans Hadoop. Et quand il y a un problème sur un cas d'essai ou qu'on a un token qui n'est pas renouvelé, on a parfois 1000 à 1500 exceptions à la seconde sur chacun des nœuds. Donc ça fait une stack trace grande comme ça. On voit très vite que quelque chose va mal.
Mais fondamentalement, ce qui nous intéresserait, c'était de loguer et pas de loguer le détail pour savoir c'est cette IP-là qui ne marche pas avec tel utilisateur. On veut une signature des logs. Et du coup, en fait, on ne regroupe pas les logs, mais on essaye d'utiliser les logs comme des messages. En gros, on traite les logs pour les canoniser, virer tout ce qui est spécifique à un host. Et comme ça, on peut avoir une vision sur un cluster de milliers de machines de qu'est-ce qui est en train de se passer globalement sur le cluster. Par exemple, subitement, je vois dans telle région 200 signatures d'exception de type problème de renouvellement de token. C'est cette information qui est intéressante. Les 8 cas de l'exception lui-même textuelle n'ont aucun intérêt. Après, il y a du matching un peu intelligent à faire pour que deux exceptions qui sont les mêmes fondamentalement, mais qui ont des valeurs différentes. Typiquement, en gros, vous faites le contraire d'un printf, vous prenez le template et vous virez les autres. Donc, une expression régulière derrière pour virer tous les chiffres, en général, ça marche bien. Vous pouvez avoir une vision, en fait, en gros, voir les logs et plutôt les exceptions comme des messages qui sont faits. Et ça, c'est très facile de mettre derrière un log. Derrière, vous mettez un logger log4j qui va agréger, envoyer à un intervalle régulier, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui vous permet de transformer ce qui est du log et ce qui est des données en signal et en métrique. Et Riemann est parfait pour agréger ça et renvoyer vers d'autres choses. Et pour le coup, faire un tree map ou des choses comme ça qui vous montrent ce qui se passe. Quel est en gros le problème le plus important sur votre plateforme à un moment donné. Et souvent, quand quelque chose tombe, enfin, c'est notre expérience, on a des problèmes localisés sur un cluster, typiquement un disque qui fond. Alors c'était assez amusant dans les cas de... On avait acheté toute une batterie de serveurs et c'était des SSD, ils étaient tous tombés à peu près en même temps, genre 6 mois après l'achat. Mais souvent, on a un disque dur qui meurt peut-être tous les jours ou tous les 2 jours. Donc ça, on verrait ponctuellement des problèmes. Mais souvent, quand c'est des problèmes transitoires, par exemple un DNS qui explose, et petit à petit, en fonction du TTL, des résolutions de nom, on voit des gens qui n'arrivent plus à discuter, et c'est toujours les mêmes types d'erreurs. Avec ça, qui est une vision qualitative de type erreur DNS, et vous pouvez voir tout votre cluster qui commence à vibrer avec la même exception. Les autres types de problèmes, c'est un client DHCP quand on a fait un update de kernel qui ne marchait plus, et donc à l'expiration du lease, les machines ont commencé à prendre des adresses IP complètement délirantes, ou à pas en prendre du tout. Ça aussi, on a vu petit à petit ce type, enfin on l'aurait vu si on avait mis en production notre POC, ce type de choses. Donc en fait, et l'intérêt de ça, c'est que c'est plus, on a une connaissance de ce qui se passe, c'est quand même une connaissance opérationnelle, c'est plus, c'est ce que le système fait et pas même l'applicatif fait, mais on le travaille et on l'interprète avec une casquette de développeur en disant quelle est l'information que je peux tirer de ça. Et à partir de ça, on a les outils pour le faire. Alors il faut quand même faire son agent, faire tout le travail, et c'est le travail en général dans tout ce qui est du big data ou du machine learning. En fait, 95% du temps, c'est de l'ETL, nettoyer les données, les préparer et les filer à son algo. C'est un peu le même problème. Riemann, c'est juste le début. C'est la base sur laquelle vous allez pouvoir travailler, mais il va falloir préparer vos données pour qu'elles puissent être exploitables. Alors, ça c'était les bons côtés. Les mauvais côtés, alors je ne mets pas que c'est en closure, parce que pour moi c'est un bon côté. Ça peut surprendre, mais les vrais... alors ça peut être, on peut voir ça comme des défauts ou comme des features. C'est volontaire. Il n'y a pas de persistance. Afir, Cal Kingsbury, connaît assez bien pour le sujet pour ne pas essayer de le faire comme ça sur un coin de table en disant ça scale à l'infini. Il y a beaucoup de vendeurs de bases de données qui ont essayé de faire ça. Ils ont eu des problèmes. Donc ça n'essaye pas de faire ce truc-là. Il y a des bases qui marchent bien. Vous pouvez aller dans Graphite, vous pouvez faire du Cassandra, vous pouvez écrire dans un fichier, peu importe. Ça n'essaye pas de le gérer. Donc ça dit, transmettez si vous voulez garder les informations au fil du temps. Moi, j'ai un index en mémoire, ma machine tombe, je perds la mémoire. J'ai un OM killer de Linux qui décide de tuer mon process, très bien. Il vous le dit dès le début, il ne dira pas oui, magiquement, il va réussir. Non, ça ne marchera pas. Donc, vous êtes forcé de dire, je veux avoir une mémoire, je ne veux pas avoir la mémoire d'un poisson rouge sur mon système, il faut que je persiste d'une autre manière.
Il n'y a pas de distribution là aussi. Kyle Gisbury est, on peut dire, un expert en système réparti, théorème de Cap, protocole de consensus. Il sait que c'est extrêmement difficile à faire. Donc c'est mono-instance. Ça veut dire que si vous voulez scaler, vous allez devoir faire du partitionnement plus ou moins statique, c'est dire ces types d'événements vont aller à tel endroit, ces types d'événements vont aller à tel autre endroit. Vous ne pourrez donc pas faire des jointures entre deux types d'événements. Vous ne pourrez pas dire je vais répartir tous mes événements sur n machines et faire un agrégat global. Ce n'est pas géré. Et c'est by design parce que ça demanderait 100 fois plus de travail que juste ce cœur qui est là. Après la documentation, les concepts sont un peu étranges. On s'y fait vite, même si on a fait, on va dire, du fonctionnel avec des maps, des reduce. C'est quand même souvent inversé et on a des surprises. L'avantage, c'est que maintenant, il y a un framework de test unitaire à l'intérieur de Riemann. C'est-à-dire que vous pouvez tester vos règles avec des flux que vous mettez en dur. Ça demande un peu de prise en main. La documentation est à la fois très bien et assez parcellaire sur certains endroits. Donc, il faut faire des tests. Donc c'est les soucis. En termes de distribution, parmi les avantages, contrairement à Graphite, qui est un cauchemar à installer et à déployer, il y a RPM qui marche tout seul pour Riemann. Ça fait beaucoup de bien quand on a essayé d'installer un Graphite sur un cluster Graphite vierge. Moi, ce que j'apprécie dans Riemann, c'est que ça promet assez peu de choses. Enfin, ça fait bien un cœur de fonctionnalités. Ça n'essaye pas de faire des choses compliquées ou qui sont très bien faites par d'autres systèmes existants. Et c'est aussi, si vous êtes dans la perspective, et c'est intéressant parce que, donc moi je suis dans, on va dire un département DevOps, mais plutôt Dev, et les gens qui sont juste en face, ils sont dans le même département, mais plutôt Ops. Et c'est marrant parce qu'on s'est retrouvé au milieu, on s'est dit tiens, on va utiliser Riemann. Et c'est les deux besoins, et si vous voulez être bien vu dans un service infra, vous n'allez pas dire jetez vos trucs que vous utilisez depuis 15 ans et qui marchent bien et utilisez ce truc qui coulole avec du Clojure. Il faut que ça s'intègre bien avec le reste. Ça prétend pas remplacer. Ça dit juste, allons, c'est pas le système D de la supervision, si on veut troller un peu. Ça dit juste, voilà une étape qui se passe avant tous les systèmes plutôt statiques qu'il y a avant. On va rajouter de la logique, on va rajouter des règles un peu plus complexes. Et on va surtout rajouter de la réactivité sur les éléments. Voilà, donc c'est le site riemann.io. Très très bon. Moi j'ai volé les jolis dessins. Le tutoriel est génial. C'est très très bien expliqué. Il y a juste une courbe d'apprentissage énorme. J'ai bien compris les exemples, j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, essayer de faire son truc. Ça demande 2-3 jours de test et on arrive à faire des choses. C'est lié à la conception et aussi, on va dire, à Clojure. Enfin, le fait que ce soit un langage fonctionnel, je ne suis pas là pour faire de la propagande pour les langages fonctionnels, mais une des choses qui est intéressante dans ce type de langage, c'est le côté composable des choses. Ça veut dire aussi que vos règles sont facilement composables et que ce n'est pas une sorte de plat de spaghetti horrible. C'est aussi quelque chose où itérativement on peut rajouter la logique dans son système. Et c'est très agréable. Une fois qu'on a passé la première surprise. Et ça commence à être utilisé. On voit pas mal, alors c'est marrant parce que sur Riemann, on voit souvent les gens de DataStax qui se font monitorer Cassandra avec DataStax. Parce qu'il y a des logiques qui sont pas adressées. Il suffit pas de regarder la valeur d'un truc JMX ou quand vous faites du Kafka, vous avez vraiment 2800 beans JMX à voir. Vous pouvez pas humainement mettre 2800 règles à l'intérieur de vos centréons. Il faut savoir ce qu'elles veulent dire et prendre des décisions qui ne sont pas simplement quand ça vaut plus de 50, etc. Donc c'est un ensemble. C'est vrai, ils ont fait ça avec OpenStack, avec Kafka aussi. Plutôt des choses Mesos aussi, parce que les systèmes de supervision classiques supposent que les machines, que subitement vos services ne se déplacent pas, popent pas à un endroit, disparaissent, reviennent. L'idée qu'il y a un nom logique et que ce n'est pas lié à une notion physique d'host qui est logique, enfin qui est normale pour de l'infra classique, c'est plus facile du coup d'avoir une couche, on va dire une couche d'abstraction
qui ensuite fait croire à un système que les hosts sont permanents. On peut du coup faire des résolutions, des choses comme ça. Du coup, dans un système, vous avez de la service discovery, vous faites du conçu, ce que vous voulez, du occuper. C'est aussi des systèmes où, globalement, on ne peut pas mapper physiquement ce qui se passe à un endroit. Si vous faites du Docker, c'est encore pire. Ce genre de système qui permettent de rajouter de l'intelligence et de rajouter une couche d'indirection entre ce qui se passe, votre vision physique de votre système et la version logique, ce qui s'exécute vraiment, est très utile. Voilà. Sinon, à l'usage, alors, pour être tout à fait honnête, on a ça qui tourne en pré-prod. Ça nous est utile en pré-prod pour, par exemple, pour benchmarker ou profiler des jobs qui vont partir en prod. Et comme notre pré-prod fait une centaine de machines, un peu plus, ça donne quand même une bonne impression. Ça marche plutôt bien, on n'a pas eu de trucs qui explosent. Ça marche aussi plutôt bien parce que ça repose sur la JVM et ça repose sur Netty ou des choses qui sont assez solides et qui savent qu'on sait monter en charge plutôt bien. C'est pas du single threadé avec Global Interpreter Lock au hasard comme Python dans Graphite, qui est encore une fois très bien, mais qui a des limites, et quand on arrive aux limites de ça, on est vraiment face à un mur. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Sur votre pré-prod, du coup, donc une centaine de machines, ça fait combien de métriques à peu près en ordre de grandeur et derrière la machine qui traite Alors, en CPU, en RAM, alors qu'est-ce qu'il y a comme ressources en ordre de grandeur, hein, ouais, on va rajouter des choses. Pour l'instant, en pré-prod, ce qu'on avait utilisé essentiellement, c'était la partie profiling. Des jobs. C'était raisonnable, c'était quelques milliers par seconde. Et la machine, le problème, c'est qu'on a trois types de machines. Donc, même quand on veut un serveur simple, c'est 24 processeurs à 96 Go de RAM. Donc, ouais, elle tenait, quoi. Mais on était à 10% de charge. On ne l'a pas poussé à bout complètement. On va faire des tests plus importants parce que justement, il y a un certain nombre et là c'est plus les ops qui sont clients de ça, ils voudraient avoir des règles plus fines pour décider de certains événements, et là on va commencer à tester. En particulier peut-être les 100 000 métriques graphiques par seconde, certaines choses vont passer. Pour l'instant, je ne peux pas dire ça tient là-dessus. Ça plante pas, ce qui est une bonne chose. On l'a pas encore testé réellement pour le faire craquer. D'accord. Et une deuxième question qui est un peu liée en fait, mais la partie sharding justement, tu en as parlé un petit peu, pas énormément, mais est-ce que ça serait quoi les stratégies du coup pour sharder? On découpe complètement les types de métriques ou... C'est un peu le sharding du pauvre. C'est chaque agent qui doit soit mettre deux agents, soit dans la configuration de l'agent, dire ça t'envoie là, ça t'envoie là. Il y a deux logiques. Il y serait la logique de réplication. Je multiplexe la même information vers n hôtes. Et il y a une logique de sharding qui est tout ce qui est, je sais pas, Kafka va aller sur cette host-là. Tout ce qui est, je sais pas moi, Hadoop va aller sur tel host. Il y a les deux logiques. Actuellement, c'est volontairement pas traité. Nous, on va se diriger sans doute plus sur un découpage fonctionnel par type d'application ou de périmètre. Parce qu'on aura rarement besoin de vérifier ce que font nos hosts web en ASP, .NET, Windows, mis en regard de ce qui se passe sur le name node de Hadoop. Donc, on va faire par périmètre. Après, oui, il faudra voir. Je pense qu'on a un peu de marge, et après, il faudra réfléchir. C'est volontaire, hein, ça ne fait pas partie de la roadmap ça va être très difficile avec des choses des données très volatiles, faire de la réplication ou arriver à avoir un état unique, c'est un problème, on va dire poliment difficile en informatique, et il n'essaie pas de le gérer. Oui, c'est une question qu'on devra se poser, et il faut gérer ça. Si on est limité par la mémoire, c'est un peu comme dire
à l'ancienne pour scaler une base de données. Je vais mettre telle table, je vais faire du multi-tenancy en espérant que ça tienne unitairement, ou telle table à tel endroit, telle table à tel autre endroit. La jointure entre les deux va être pas possible. De la même façon que l'aspect transactionnel, c'est pas une feature voulue. Hello. Bonjour. Merci pour la présentation. Donc du coup, je me posais la question en fait par rapport aux fonctions, étant donné que c'est censé être orienté Ops, Ouais. et donc pas trop dev. Je me dis que les Ops, ils vont plutôt vouloir utiliser une librairie de fonctions. Je pense qu'il y en a déjà dans Riemann. Il y en a un certain nombre, ouais. Mais est-ce qu'il en existe, est-ce qu'il y a des gens qui ont créé des librairies un peu plus... Il y a beaucoup de projets open source. Alors, en particulier, j'essaie de retrouver. Parce que l'avantage de Graphite, typiquement, c'est d'avoir une librairie de fonctions mathématiques qui est assez riche. Je suis d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça que il met du temps, parce que c'est très pratique. Alors, c'est très pratique, c'est d'une richesse incroyable. Le problème, c'est que c'est des opérations qui sont réalisées en Python. Moi, j'aime beaucoup Python, hein, mais simplement, c'est typiquement les opérations numériques, c'est horrible. Nous, on était obligé de passer à PyPy, donc la version JT de Python. Donc, ça fait 5 fois plus de mémoire, mais ça allait un peu plus vite. Effectivement, on n'est pas au même niveau. Je cherchais. Il y a en particulier de plus en plus toutes les configurations de la plateforme du Guardian, qui est beaucoup Clojure, et ils utilisent Riemann pour truc, et on voit tous les règles qu'ils ont et leur bibliothèque. Il y a de plus en plus. Alors, c'est pas centralisé. C'est un peu, ça marche avec une version de Riemann, mais de plus en plus sur les fonctions, on a des choses. Mais si on regarde sur la doc. Ça, si vous voyez rapidement OpenTSDB, Logstash, etc., Nagio, Shincon, etc., je cherche. Évidemment, je ne les trouve pas. Bon, ça c'est full, c'est toutes les façons différentes, les différences, les counts. Disons que c'est quand même, effectivement, c'est moins out of the box que du graphite. Et il n'y a pas tous les outils qui sont vraiment très bien. En plus, je ne crache pas sur le graphite, hein, mais il y a des outils très bien pour composer ces métriques en self-service, etc. Ce n'est pas le cas. On n'a pas eu le temps de parler du dashboard. Dans le dashboard, on peut définir aussi certaines règles et certaines façons d'afficher, sauf que c'est à la main. Sur les types de choses, on a des samples, on a les cart types, on a toute une série de choses, mais c'est plus vraiment orienté. Il manque, on va dire, ce pas à faire entre Ops et développeurs. Mais rien n'empêche d'avoir des fonctions composables, et c'est un langage de programmation complet. Clojure, rien n'empêche d'avoir sa bibliothèque de fonctions et de coller là de l'hyperloglog ou des choses, on va dire, des structures probabilistes d'estimation, de faire du machine learning, de faire de la détection d'anomalies. Ça reste à écrire. Il y a vraiment les fonctions de base, oui, il y a les moyennes glissantes. On n'a pas, effectivement, je ne sais pas, il y a plusieurs milliers de fonctions en graphite. Ça ne recouvre pas, évidemment. Dans nos besoins, on a pas mal de. On a eu ce qu'on veut. Et l'avantage, c'est que si ça manque, on peut l'écrire. Mais ça, c'est parce qu'on est développeur et qu'on aime les parenthèses. Ça viendra avec l'écosystème et c'est utilisé de plus en plus. Et c'est surtout ce que j'aime bien, enfin, c'est quelque chose qui ne prétend pas remplacer tout ce qui existe et qui marche. C'est vraiment là pour dire. Quand j'ai besoin, en gros, quand j'ai besoin justement que les millions de fonctions de graphite ne conviennent pas à ce que j'ai, et j'ai des besoins plus, je le code et après je laisse faire graphite pour ce qu'il sait faire. Et c'est un peu dans cette idée. Après, ça dépend parce qu'il y a des gens qui utilisent Riemann pour monitorer leur serveur, et c'est pas du tout, je suis pas du tout condescendant là-dessus. C'est bien, mais dans ce cas-là, Riemann va faire l'ensemble des choses. Nous, dans notre usage, on a des choses qui marchent, qui sont éprouvées, qu'on connaît. Là, on a besoin on ne veut pas détourner les outils de ce qu'ils savent faire, et on va mettre une couche au-dessus. Sur la partie développement des fonctions, du coup, ouais. Je lui disais qu'il y avait une sorte de framework de test pour tester les fonctions, mais en fait, jusqu'où ça va? Parce qu'en fait, une fonction peut avoir peut-être des effets de bord, c'est quand même fonctionnel, mais c'est déjà... c'est du développement logiciel. Donc, il y a quand même des tests à faire soi-même. Alors, les tests qu'il y a, c'est qu'il simule. On va déclarer sa configuration, puisque fondamentalement, c'est un fichier texte qui est mis, qui va être compilé à la volée. Mais c'est un fichier texte, la configuration.
Et ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'un framework qui va moquer une série d'événements qui arrivent dans certaines informations. Après, la partie développement logiciel avec toutes les choses horribles qu'il peut faire à gauche, à droite, ça, on va pas pouvoir le tester. Enfin, on le testera comme du développement logiciel classique. Question robustesse, il y a de la fonction. Il y a Question robustesse de la fonction, comment ça se teste vraiment en prod, enfin en pré-prod du coup. Si on a de la chance, on arrive à lancer ces tests unitaires. Non, ça marche maintenant, mais la version précédente, c'était un peu plus difficile. On regarde ce qui se passe, on regarde la charge CPU. Je ne peux pas être plus honnête que ça. C'est pas magique, c'est bien fait. Après, si on a l'habitude de travailler sans état en essayant de minimiser le temps qu'on fait les traitements, mais dans ce cas-là, c'est plus des habitudes de stream processing qu'on aura. Pas du tout de batch. En fait, c'est pas plutôt la logique à double, c'est pas grave, on reviendra demain, mais on sait que ça sera terminé. Donc, c'est le côté un peu paranoïaque du stream processing. Ça, on peut pas faire l'économie. Ouais, j'avais une question, tu avais mentionné Esper avant. Je vois que, en termes de pareil design, mono-machine avec une manière d'exprimer un petit peu les règles, ça ressemble un peu. Vous avez déjà tenté ce genre de choses avec autre chose avant Ça prend pas. Enfin, c'est un niveau de. C'est un niveau de latence plutôt de débit qui marcherait pas sur l'event processing. Je pense que ça marcherait pas. C'est plus lourd. Esper est plus généraliste. Enfin, je dirais c'est la même chose que comparer par exemple RabbitMQ, qui est très bien, et Kafka, où c'est plusieurs ordres de grandeur en termes de débit, mais ça n'a pas la même richesse. Esper, c'est plus du côté métier. Là, on est plus du côté, on traite le plus vite possible. Avant, vous n'aviez jamais eu d'outils capables de faire ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui avec Riemann? C'est des trucs faits à la main. Okay. Voilà. Non, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a un socle qui permet, on va dire, qui a un host, qui a certaines primitives pour faire les traitements, qui a une programmabilité assez riche. Après, ce que je disais avant, et j'insiste souvent là-dessus, c'est la partie ETL, c'est préparer les données pour en faire quelque chose. Et là, on ne fera pas l'économie de faire des agents, de trouver des façons d'avoir de l'information qui est pertinente et puis de la pousser. Et puis, faut pas, on a un réseau, il ne faut pas le saturer, et ainsi de suite. Le fait que ça se fasse du protobuf, par ailleurs, c'est toujours, il y a une grande honnêteté chez Kyle Kingsbury en particulier. Il dit je supporte UDP, mais venez pas vous plaindre après si vous perdez des messages. On en perd en UDP donc n'utilisez pas ça dans un contexte transactionnel où l'information que vous voulez, c'est une source de vérité absolue. Je fais aucune garantie, mon process tombe. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est un peu fatigant, que ce soit open source ou pas, les gens qui promettent monts et merveilles. C'est assez clair le cadre dans lequel fonctionne Riemann, ce qu'il propose, ce qu'il garantit et ce qu'il ne garantit pas. C'est plutôt rafraîchissant dans le monde assez rempli de hype, y compris de l'open source, de ce point de vue-là. J'ai une autre question. Là, tu parlais d'ETL, entre guillemets, pour préparer les données. Et dans le graphe que tu donnais, avec CPU, memory, disk, app, etc., étant donné que c'est du protobuf, il y a forcément quelque chose qui transforme ça c'est dans le concept, je crois. Oui, alors il y a des clients. Il y a des clients pour du haut niveau, il y a du Ruby, du Python. Kingsbury, au départ, c'était un développeur Ruby. Il y a également, on peut passer du JSON si on veut vraiment faire ça sur du HTTP. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt pour la partie système, par exemple, typiquement, parce qu'en fait, quand on utilise du graphite, il y a souvent déjà des outils qui sont déjà utilisés. Alors, il y a aussi des connecteurs qui acceptent des choses. Il y a les deux. Je dirais, nativement, quand je dis c'est du protobuf, c'est pas protobuf en termes de RPC, c'est la structure interne aussi, c'est la façon dont c'est représenté. Il y a différentes API pour taper dessus. Il y a des ports d'entrée qui sont différents. Donc avec un appender log4j, je pourrais écrire dans Riemann, quoi. C'est ce qu'on a fait, nous. Après, on fait des choses bizarres dans l'appender, mais c'est l'idée. Ouais. Justement, l'idée, c'est pas je vais avoir mon agent Riemann. Alors, il se trouve qu'il y a des agents Riemann qui sont là, mais c'est dans l'idée, vous voulez utiliser que Riemann et ça vous concerne, mais après,
oui, il y a un peu de travail mais enfin bon, maintenant à peu près tout sait faire du HTTP, presque un Netcat suffirait pour faire ça. Ok. Voilà. Bon, pour être tout à fait franc, on est dans une phase, on est convaincu que ça va nous servir. De plus en plus, on est sur un système de virtualisation, on se dirige vers du Mesos ou des choses comme ça, et c'est difficile d'avoir une vue logique de l'infrastructure dans ce cas-là. Et ce type de supervision qui fournit cette couche d'indirection est intéressante. On passe à la phase production en ce moment. On est encore dans l'expérimentation. Je pense à une autre chose aussi, au niveau alerting, en fait, vous utilisez aussi Riemann. Alors, on fait différentes choses. Il va plutôt taper sur un système existant pour remonter l'alerte. On ne va pas réinventer toutes les règles qui sont dans Centréon, etc. Mais, parce que nous, on a déjà quelque chose en place. Ouais, il y a des trucs plus sympas. Là, on est en train de faire un hackathon. On utilise Riemann pour ça, parce qu'il va envoyer, il va faire du XMPP ou des choses plus kikoulol, mais ça dépend. Si on n'a pas quelque chose qui fait déjà, on n'utilise pas. Si c'est des API externes du type Twilio, où en faisant une requête REST, on envoie des SMS, c'est Riemann qui va appeler Twilio et qui va envoyer des choses comme ça, ainsi de suite. Ça dépend vraiment de votre infrastructure. La doc est très 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 bien là, cette partie-là. Et le site est marrant. Puis il y a des dessins faits à la main par Kyle Kingsbury en plus. C'est toujours... Voilà, sinon on peut continuer à discuter nous sustentant.